Bienvenue dans notre nouvel épisode. Le Ladakh, c'est fini et nous voilà dans la région de l'Himachal Pradesh. C'est une région célèbre pour ses montagnes majestueuses, ses vallées verdoyantes, ses rivières et ses forêts de pins. La région est un mélange de cultures tibétaines, hindoues et bouddhistes. La ville, comme Dharamshala, est bien connue pour être la résidence du 14e Dalai Lama ainsi que le siège du gouvernement tibétain en exil. Nous avons roulé à travers ces vallées jusqu'à Manali. On découvre cette fois-ci les bouchons sur les routes de forêt. On troque les cailloux tranchants contre les racines et les troncs d'arbres. Il va venir, oh il est en train de péter son pare-beu. Il passe moi, non? Bah, un peu... C'est juste avec le cul que ça passe pas, je crois. Il faut que tu avances un peu à droite, tourne à droite un peu. Je sais pas comment on arrive à toujours passer à la limite, que ce soit des voitures ou de la route et de ses ravins. On a fait quelques jours dans cette région jusqu'à la vallée de Parvati. Profitez de faire quelques balades dans les petits villages crochés à la montagne, qui sont connus pour leur eau thermale et leurs lieux sacrés sikhs. Les petites rues marchandes sont super charmantes. On découvre de nouveaux styles de temples, ceux en bois, taillés délicatement et remplis de détails. On n'a pas visité plus longtemps parce que je suis tombée malade. Je ne sais pas du tout ce que j'avais. J'avais mal partout dans le tronc, que ça soit devant, derrière. C'est comme si mes os ils se brisaient et en même temps ils se durcifiaient. J'avais des chocs électriques. Ah, c'était l'enfer. J'ai pris des médicaments, ça n'a rien changé du tout. Ça a duré à peu près 24 heures. Je me suis endormie d'épuisement. J'étais à bout parce que je faisais que de bouger. Je trouvais aucune position où ça me calmait. Du coup, on est resté 2-3 jours tranquille, juste le temps que je reprenne un peu des forces. Et après, on est parti dans la région de l'Uttar Pradesh, dans la ville d'Agra, pour aller visiter la 6e merveille du monde. Donc c'est parti! Le Taj Mahal, à Agra, a été construit par l'empereur Shah Jahan en mémoire de sa femme, morte en donnant naissance à leur 14e enfant. Ce mausolée en marbre blanc, symbole d'amour éternel, a pris 22 ans à être achevé. Il est un chef-d'œuvre de l'architecture moghole, mélangeant des influences islamiques, perses et indiennes. Au centre, on trouve les tombes de l'empereur et de sa femme. 2 mosquées encadrent le monument, l'une fonctionnelle à l'ouest et l'autre purement symétrique et esthétique à l'est. Des éléments islamiques comme la coupole en forme d'oignon et les inscriptions coraniques décorent le bâtiment. Les minarets, légèrement inclinés vers l'extérieur, sont conçus pour protéger le dôme central en cas de tremblement de terre. Le Taj Mahal incarne la fusion entre la foi musulmane et l'art moghol et reste un symbole universel d'amour. L'utilisation de pierres semi-précieuses permettait d'ajouter des couleurs vibrantes au marbre blanc. Sous la lumière du soleil, ces pierres captent et reflètent la lumière, créant des effets scintillants et lumineux. Depuis 14 générations, une seule famille d'artisans s'occupe de l'incrustation de ces pierres sur les murs du Taj Mahal. Un savoir-faire exclusif à cette famille, transmis de père en fils depuis la construction du monument. Ce travail minutieux, appelé pietra dura, consiste à tailler et ajuster à la main chaque pierre, l'ajustant parfaitement dans le marbre blanc pour recréer des motifs floraux, géométriques et calligraphiques.
Ce travail minutieux peut prendre des mois, voire des années pour un seul projet, car chaque pierre doit être taillée avec précision pour s'adapter parfaitement à son emplacement. Cette famille reste aujourd'hui encore la seule à posséder les compétences pour restaurer et entretenir les incrustations du Taj Mahal. Leur travail permet de préserver la beauté et l'éclat du monument, tout en perpétuant une tradition artisanale unique, liée intimement à l'histoire du Taj Mahal. Varanasi, également connue sous le nom de Bénarès, située sur les rives du Gange, est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle est considérée comme la ville la plus sacrée de l'hindouisme, mais elle est également importante pour le bouddhisme. Fondée il y a plus de 3000 ans, Varanasi est associée au dieu hindou Shiva qui, selon la légende, aurait établi la ville. Varanasi est connue pour ses ghats, ces marches en pierre qui descendent vers le Gange, où des milliers de pèlerins hindous viennent chaque jour pour se baigner dans les eaux sacrées. Selon la croyance, se baigner dans le Gange à Varanasi permet de laver ses péchés. Mais ce qui rend la ville encore plus célèbre, c'est son lien avec la mort et la crémation. Varanasi est une ville où la vie et la mort se croisent constamment. Elle incarne la spiritualité hindoue dans sa forme la plus vivante, où chaque jour, des rituels millénaires se déroulent sur les rives du Gange. Bien que la pollution soit un problème majeur, cela ne diminue en rien la ferveur religieuse et culturelle des millions de personnes qui visitent Varanasi chaque année, cherchant à se connecter avec le divin et à trouver la paix éternelle. Depuis quelques années, des efforts ont été faits pour nettoyer le Gange à travers des programmes gouvernementaux, mais les défis restent considérables en raison du volume des déchets et de l'importance symbolique du fleuve pour des millions de personnes. Les hindous croient que mourir à Varanasi et être incinéré au bord du Gange met fin au cycle des réincarnations et permet d'atteindre la libération spirituelle. Les corps, enveloppés de draps colorés, sont amenés à la crémation et la famille doit acheter du bois selon leurs moyens. Chaque année, de nombreux corps sont incinérés sur des bûchers funéraires tout le long des Ghats. En théorie, tout hindou peut être incinéré à Varanasi, mais il y a des exceptions. Les saints, les enfants, les femmes enceintes et les personnes mortes de maladie sont considérés purs et leurs corps sont directement immergés dans le Gange sans être brûlés. Pour la petite anecdote, ça arrive parfois que des membres de corps humains y remontent à la surface. Et quand ça arrive, si des gens voient, ils les relestent. Pour deux raisons. La première, question religieuse, comme je vous expliquais avant. Et la deuxième, c'est un petit peu moins glorieux, mais la rive droite du Gange, il n'y a rien. Il y a juste de l'herbe, un peu de broussailles, des vaches et des chiens errants. Donc ça évite que le membre s'échoue sur la rive et qu'il se fasse manger par les animaux. Voilà, pas très charmant, mais c'est comme ça. Les cérémonies sur les ghats de Varanasi sont des rituels hindous appelés artis. Ces cérémonies sont des moments de dévotion destinés à vénérer le fleuve Gange, considéré comme une divinité vivante dans la culture hindoue. C'est la déesse Ganga, vénérée pour sa capacité à purifier et offrir la libération spirituelle. La cérémonie du soir est la plus impressionnante. C'est celle qui attire le plus les foules de pèlerins et les touristes. Elle symbolise la gratitude envers le Gange pour ses bienfaits, tout en honorant son pouvoir de purifier le corps et l'âme. Elle se déroule généralement au coucher du soleil. La cérémonie commence par des prières ou des chants pour invoquer la présence des divinités. Les prêtres, souvent jeunes et vêtus de robes safran, tiennent des plateaux avec des lampes à l'huile. Les prêtres exécutent des mouvements circulaires en faisant tourner leurs lampes devant la divinité, généralement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces mouvements sont rythmés et précis. Ils mènent la cérémonie avec des gestes chorégraphiés, utilisant des lampes à l'huile, des plateaux d'encens et des grandes lampes en forme de serpent remplies de flammes. Ces lampes sont composées de plusieurs mèches imbibées de beurre clarifié qui brûlent en produisant une lumière douce.
bâtonnets ou les plateaux d'encens sont utilisés pour purifier l'air et créer une ambiance mystique. L'encens symbolise la purification et l'offrande du souffle sacré à la divinité. Pendant que les lampes sont agitées, des chants, des cloches et des tambours accompagnent la cérémonie, symbolisant l'offrande de lumière, de feu et de dévotion. L'arti se termine par une prière collective où les participants demandent des bénédictions pour eux-mêmes et leurs proches. Les fidèles peuvent participer activement en plaçant leurs mains au-dessus de la flamme sacrée et en portant cette chaleur à leur front, symbolisant la réception des bénédictions. Des petites lampes à l'huile, souvent posées sur des feuilles contenant des fleurs, sont libérées dans l'eau du Gange. Ce geste est une prière personnelle des fidèles pour la purification et les bénédictions. Le matin, une autre cérémonie similaire a lieu. L'ambiance est plus calme que celle du soir, avec une atmosphère plus sereine et méditative. Cette prière matinale est une forme d'éveil spirituel, une façon de saluer la déesse Ganga et de remercier la rivière pour avoir permis la continuation de la vie quotidienne. Le lever du soleil est un symbole de renaissance et de renouveau, marquant le début d'une nouvelle journée avec des bénédictions. Ces rituels, que ce soit le matin ou le soir, symbolisent la connexion entre les humains et le divin à travers les éléments naturels. L'eau, le feu, la lumière et l'encens représentent les différents aspects de la création et à travers ces cérémonies, les fidèles cherchent à se purifier, à honorer la nature et à renforcer leur lien spirituel avec le Gange, qui incarne la vie, la mort et la renaissance. Nous quittons Varanasi et nous sommes à environ 7 heures de route de la frontière népalaise. On décide de faire le trajet en 2 jours et de passer par les petites routes de campagne plutôt que de prendre la route principale. On est passé par plein de petits villages remplis de couleurs, d'odeurs et de vie. Et comme au début de notre voyage, ce fut très compliqué de trouver un endroit où installer le campement, au calme et sans personne. Il y a du monde partout, même aux endroits qu'on n'imaginait pas. On a tourné pendant un bon moment jusqu'à trouver une route qui s'enfonçait dans les champs. Il avait plu et la route qu'on voulait emprunter était à moitié inondée. Donc on s'est dit que c'était notre seule chance de trouver un endroit tranquille, sans passage, avant la tombée de la nuit. On a fait quelques kilomètres et on trouve enfin notre spot parfait. Bon, puis du coup, une fois qu'il commence à faire nuit, on s'installe notre petit campement, coucher de soleil, on ouvre la tente, on se dit qu'on est bien planqué. On commence à se faire à manger et il y a un petit monsieur qui arrive en mobilette. On se dit déjà comment il arrive en mobilette là, il a dû se mouiller les pieds, on pensait être planqué. Bon, je lui dis bonjour, il me répond pas, il nous regarde 5-10 minutes et au bout d'un moment, du coup il part. Je me dis bon ça va aller. Et on finit de faire à manger, on commence à manger et on entend des mobilettes qui arrivent à travers l'eau là qu'on a traversée. Ils arrivent à 4. Commencent à nous filmer et puis c'était vraiment la fin du coucher de soleil. Du coup ils sont pas restés dans le temps non plus et ils sont retournés au village. Le soleil s'est couché, on a mangé, on s'est endormi. Et le matin, vers 6h30 au lever du soleil, je commence à entendre du bruit dehors, des gens qui parlent. Puis du coup je me dis bon, on est au milieu d'un champ, c'est quand même bizarre. J'ouvre et là je pense qu'il y a 20 gars qui sont devant notre voiture à 6h30 du matin en train de discuter entre eux. Et puis dès que je sors, ils commencent à sortir le Natel, à me filmer. Je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas trop, même en hindi avec mes quelques mots d'hindi. Avoir le contact, ils passent pas des masses. Puis je me dis bon, on va faire le café, on va les laisser me regarder. Sûrement qu'après 5 minutes à me regarder, ils vont commencer à s'embêter. Alors pas du tout, ils continuent à discuter entre eux, à rigoler. Après je les comprends, ça doit sûrement être curieux d'avoir une voiture comme ça. On est chez eux, on est au milieu de leur champ. On est 2 blancs avec leur grosse voiture là au milieu, je comprends très bien que ça ramène tout le village. Mais là c'était que des mecs avec leur Natel et puis pas très sympa quoi, ils me parlaient pas. Et du coup c'est la première fois on s'est senti, moi je me suis senti pas forcément... On était au milieu de nulle part, c'était pas l'endroit où t'avais envie d'avoir des problèmes et tout, même si sûrement qu'ils étaient juste curieux et qu'ils avaient pas de mauvaises intentions. Mais voilà, t'aimes quand même pas prendre de risques, c'est rare que ça nous arrive, mais quand t'as ce petit feeling des fois que...
c'est pas ouf la situation, des fois il faut mieux partir. Du coup, juste laisser bouillir le café. Et dès que le café il a fini de bouillir, je dis à Zoé, on y va. En plus, Zoé elle était dans la lucabe en haut, moi je faisais le café en bas. Il y a des qui commencent à mettre leur tête dans la lucabe, Zoé elle est en slip dans le lit en haut, donc ça le faisait vraiment pas. Donc là je fais vite, allez Zoé, tu te réhabilles, le café on le boit plus tard. Elle est sortie de la lucabe, on a fermé la voiture, j'ai fait bye bye, il n'y en a toujours pas un qui me parlait. Je pense que ça faisait 40 minutes, il n'y en a pas un qui m'a adressé un mot, il rigolait. Dernier matin en Inde, c'était la première fois que ça nous arrivait, on savait que l'Inde des fois ça pouvait avoir ses problèmes, on a eu beaucoup de retours de gens qui avaient fait l'Inde en camion, en overland, et puis ils avaient eu des problèmes parce que bien tout le monde qui vient, des fois c'est les bonnes expériences, des fois c'est les mauvaises expériences, mais que c'est dur de trouver des endroits pour camper tranquillement. Mais nous on s'était jamais trouvé dans une situation où c'était dans une situation désagréable. Mais voilà, pour nos derniers matins en Inde, on s'est retrouvé dans cette situation désagréable et du coup on a préféré partir direction le Népal. Pour passer la frontière, on arrive à Raxaul. C'est une des seules frontières que tu as le droit de passer en tant qu'étranger. Les Indiens et les Népalais, ils ont plein d'autres solutions. Mais je crois qu'il y en a une ou deux où tu peux passer avec une voiture en tant qu'étranger. Puis du coup on arrive là-bas, on arrive dans un petit village et là c'est complètement bouché, des charrettes, le marché, du monde de partout. Puis on voit que la frontière, en fait elle a même pas 1 kilomètre devant nous, peut-être je crois 700 mètres ça mettait sur le GPS. Mais ça nous a pris plus d'1 heure pour faire ça, puisqu'il y a un... Je sais pas pourquoi tu dois traverser l'artère principale du village qui est remplie de marchés, de monde et tout pour arriver à la frontière. Une fois qu'on arrive à la frontière, les démarches étaient encore assez vite parce qu'on a juste dû faire tamponner notre carnet de passage pour la sortie, les passeports, et après les passeports tu dois les présenter sur un pont. Et en fait il y a un petit pont qui passe sur une rivière qui est entre le Népal et l'Inde, et là encore un bon gros cafouillage. Et puis après une bonne 30 minutes sur ce pont, on peut enfin passer du côté népalais. Pour le côté népalais, on devait trouver l'office pour rentrer dans le pays pour avoir notre visa. On trouve l'office, mais c'était la pause de midi, donc vraiment pas de chance. Déjà que ça nous a pris au moins 2 heures de le côté indien. Là, on voit qu'en fait c'est pas ouvert avant plus d'1 heure. Du coup, on attend, on perd du temps. Et quand le gars il arrive, il nous demande en fait l'argent pour nos visas népalais. Je crois que c'est l'équivalent d'environ 100 $ pour les 2 personnes, c'était pour 1 mois, on avait pris. Et en fait, il nous dit ah non mais il faut payer en monnaie népalaise. Puis j'étais bon, on n'a pas de monnaie népalaise, on a des dollars, on avait lu sur internet qu'on pouvait payer en dollars. Mais à voir, c'était pas le cas, il était pas très content, il nous fait attendre, il nous dit mais retournez en Inde chercher l'argent népalais. J'étais mais c'est hors de question. Et après quelques coups de fil à ses amis, il trouve quelqu'un qui veut bien de nos dollars pour de la monnaie népalaise. Et puis il prend une grosse marge dessus et on peut enfin rentrer dans le pays et on prend la direction de Katmandou.